Il y avait une odeur de médicaments dans l'air ce soir-là. Pas l'odeur froide et chimique des hôpitaux, non. Plutôt cette odeur particulière que je connais depuis plus de 40 ans, cette odeur de comprimés enveloppés dans du papier aluminium, de flacons en verre avec des bouchons orange, de coton hydrophile et de désinfectants légers. L'odeur de ma propre officine, que j'avais portée sur mes blouses blanches pendant 4 décennies, s'était incrustée dans les murs de ma maison comme une seconde peau. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil du salon, avec le bourdonnement familier de ma pompe à insuline contre ma hanche, je respirais cette odeur et je pensais à quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres de pharmacologie. Il existe des poisons qui n'ont pas de couleur, pas de goût, pas d'odeur. Les poisons les plus dangereux sont ceux qu'on avale volontairement, avec confiance, parce qu'on croit que la main qui les tend est une main aimante. J'avais mis 76 ans à comprendre que l'antidote à ce genre de poison ne se trouve pas derrière un comptoir. Il se trouve dans les documents qu'on prépare en silence, dans les décisions qu'on prend seul, la nuit, quand personne ne regarde. Et moi, j'avais préparé mon antidote avec soin, avec la précision d'une pharmacienne qui sait exactement quelle dose administrer, à quel moment et dans quel ordre. Je m'appelle Lucette Morange. J'ai 76 ans et pendant 41 ans, j'ai tenu l'officine Morange au numéro 17 de la rue des Glycines, à Périgueux. C'était une pharmacie que mon mari Bernard avait héritée de son père et que j'avais transformée progressivement en quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait été. Quand Bernard est mort d'un infarctus un mardi matin de novembre, il avait 59 ans et moi 52. J'ai plié mes larmes comme on plie une ordonnance. J'ai mis les documents en ordre et j'ai continué à ouvrir l'officine à 8 heures du matin le lendemain. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la compétence. On m'avait appris à doser les émotions comme on dose un médicament. Trop peu ne guérit rien, trop provoque des effets secondaires catastrophiques. J'avais 3 enfants à nourrir. Édouard avait alors 27 ans, Céline 24, Franck 22, et une hypothèque à rembourser et une équipe de 5 personnes qui comptaient sur moi. Pleurer, j'allais le faire dans ma salle de bain, la porte fermée à clé, avec le robinet ouvert pour couvrir le bruit. Mais devant le comptoir, je souriais, j'expliquais les posologies, je vérifiais les interactions médicamenteuses et je signais les bons de commande sans que ma main tremble d'un seul millimètre. C'est ainsi que j'ai élevé mes enfants. Seule, avec le travail comme colonne vertébrale et l'amour comme seul luxe que je me permettais. J'ai payé les études d'Édouard, école de commerce à Bordeaux, 3 ans de formation, appartement loué, mensualité régulière, viré sans manquer une seule fois. J'ai payé la reconversion de Céline quand elle a abandonné ses études de droit en 2e année pour se lancer dans la déco d'intérieur. Une décision que j'avais trouvée légère, mais que j'avais soutenue quand même, parce qu'on ne coupe pas le fil d'un enfant, même quand on aurait envie de le tirer fort. J'ai payé les dettes de Franck 2 fois. La première, quand il avait 28 ans, et qu'il avait tout misé sur une affaire de négoce de bois qui s'était effondrée. La deuxième, quand il avait 35 ans, et qu'une séparation conjugale l'avait laissé avec des crédits qu'il n'arrivait plus à honorer. À chaque fois, j'avais ouvert le tiroir, sorti le chéquier et signé. Pas de reproches, pas de conditions, juste la signature et un regard qui voulait dire « Tu pourras rembourser plus tard si tu veux, mais ce n'est pas obligatoire, parce que c'est ça, une mère. Une mère n'établit pas de facture pour l'amour qu'elle donne. Je dois vous dire ce qu'était l'officine Morange, parce que sans ça, vous ne comprendrez pas qui je suis vraiment. L'officine Morange n'était pas une simple pharmacie de quartier. Au moment où je l'ai cédée, elle comptait 7 employés, un espace de parapharmacie réaménagé 3 fois en 40 ans, un partenariat avec 2 cabinets médicaux voisins et une réputation qui faisait que les patients venaient de Saint-Astier et de Mussidan pour me consulter sur leur traitement avant de rentrer voir leur médecin. J'avais développé une spécialité dans la gestion des polypathologies chez les personnes âgées, ce que les médecins appelaient entre eux la cascade médicamenteuse. Ce moment dangereux où un patient prend 7 ou 8 médicaments différents
prescrits par des spécialistes différents qui ne se parlent pas, et où personne ne vérifie les interactions. Moi, je les vérifiais. J'avais des fiches sur chaque patient régulier avec ses traitements, ses allergies, ses antécédents. Ce travail n'était pas rémunéré en tant que tel. C'était au-delà de ce que ma profession exigeait officiellement. Mais c'était ce que je savais faire de mieux. Lire entre les lignes d'une ordonnance, voir ce qui manquait, identifier ce qui ne devait pas être mélangé. Cette compétence-là, lire ce qui est caché, identifier les incompatibilités, prévoir les effets secondaires d'une décision prise trop vite, je l'avais exercée pendant 41 ans derrière un comptoir. Et le soir de ce jeudi d'août, assise dans mon fauteuil face à mes 3 enfants, c'est cette compétence-là qui m'a sauvée. Pas la loi, pas la chance, la compétence. Ce que mes enfants n'ont jamais su, ce que personne, hormis maître Solange Arietta, ne savait, c'est que pendant toutes ces années où je donnais, je gardais aussi. Pas par méfiance, pas par calcul froid, par lucidité professionnelle. Une pharmacienne sait que même les substances les plus bénignes peuvent devenir toxiques en excès. Une pharmacienne sait qu'un bon médecin prescrit toujours en gardant une dose de réserve. 19 ans avant ce soir terrible au salon, j'avais ouvert un compte dans une banque différente de celle que la famille connaissait. Le Crédit Mutuel de la rue Gambetta, discrète et solide, et j'y avais déposé chaque mois un montant modeste, régulier, invisible. J'avais également fait enregistrer mes 3 appartements locatifs, celui de la rue Taillefer, celui du boulevard Lacanal et la maison de Bergerac que j'avais achetée à la retraite d'un collègue, sous le nom d'une SCI que j'avais constituée seule, en mon propre nom, sans en parler à personne. La SCI Morange Lumière, dont j'étais l'unique gérante, avec un capital de départ de 1 000 € et des actifs qui valaient, au moment des faits, quelque chose comme 750 000 € selon la dernière estimation de maître Arietta. Et au fond de ma trousse médicale, celle en cuir brun avec les initiales LM. Doré sur le côté, dormait un téléphone à clapet gris acheté en liquide dans une petite boutique de téléphonie à Périgueux, dont aucun de mes enfants n'avait jamais vu la couleur. Je dois vous dire quelque chose avant de continuer. Vous qui êtes là à m'écouter raconter cette histoire, je vous demande de rester avec moi. Parce que ce qui vient maintenant, c'est la partie la plus difficile à raconter et la plus nécessaire à entendre. Si vous n'avez pas encore suivi cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à laisser votre like sur cette vidéo, pas parce que c'est une formule, mais parce que cette histoire mérite d'être entendue par d'autres personnes qui, peut-être, vivent quelque chose de semblable en silence. Nous sommes nombreuses, les femmes de mon âge, à avoir tout donné et à avoir reçu en retour quelque chose qu'on n'attendait pas. Restez avec moi. Ce que je vais vous raconter maintenant a changé ma vie et peut-être vous dira quelque chose d'important sur la vôtre. L'été de mes 76 ans avait été chaud et sec, comme les étés en Dordogne ont tendance à l'être. J'avais pris l'habitude de passer mes matinées dans le jardin, à arroser les dahlias et à lire, et mes après-midi à ranger l'officine que j'avais cédée 2 ans plus tôt à une jeune pharmacienne de Limoges, Marie-Hélène, qui m'invitait parfois à venir jeter un œil et à lui donner mon avis sur les nouvelles présentations. Je vivais tranquillement, avec ma pompe à insuline, mes rendez-vous mensuels chez le diabétologue et les visites de mes enfants, qui depuis quelques mois étaient devenues étrangement plus fréquentes. Édouard m'appelait 2 fois par semaine. Céline passait le dimanche soir avec des plats cuisinés qu'elle posait dans le réfrigérateur avec des petits mots affectueux. Franck, lui, m'avait aidé à refaire les joints de la salle de bain en juin, sans que je lui demande rien. J'aurais dû reconnaître les symptômes. Dans mon métier, on apprend vite qu'une soudaine amélioration de l'état d'un patient, après une longue période de stabilité, peut être le signe d'un renversement imminent. Une rémission trop belle, une santé trop soudaine. J'aurais dû mesurer la posologie de leur affection et me méfier. Mais j'étais leur mère. Et les mères, même les pharmaciennes lucides, ont cette faiblesse de vouloir croire que leurs enfants les aiment simplement.
C'est un jeudi soir du mois d'août qu'ils ont décidé de me le montrer clairement. Il était 19 heures passées quand ils sont arrivés tous les trois ensemble, ce qui était déjà inhabituel. Édouard portait une serviette en cuir noir. Céline avait les mains croisées devant elle, comme quelqu'un qui entre dans une église. Franck n'avait pas retiré ses lunettes de soleil en entrant dans le salon, ce qu'il ne faisait jamais normalement. Ils m'ont embrassé, de ces baisers rapides, de côté, qui n'effleurent même pas la joue, et ils se sont assis. Édouard en face de moi, Céline et Franck de chaque côté, comme des ailes d'un dispositif militaire qui aurait été répété ailleurs, avant. J'ai proposé du café. Édouard a dit non, merci, pas ce soir. J'ai su alors que quelque chose n'allait pas. Édouard n'avait jamais refusé mon café de sa vie. Je ne leur ai pas montré que je savais. La pharmacienne en moi avait pris le relais, façade neutre, respiration régulière, observation des symptômes. J'ai posé ma tasse sur la table basse et j'ai attendu. Édouard a ouvert sa serviette et a posé une liasse de papier sur la table. Il les a tapotés du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'une transaction banale, d'une facture d'électricité ou d'un formulaire administratif sans importance. « Maman », a-t-il dit, avec ce ton qu'il avait toujours eu pour me parler de choses qu'il avait déjà décidées sans moi. « On a réfléchi, tous les trois, à ta situation, à ton avenir. On pense que le moment est venu de mettre les choses en ordre, pour tout le monde. » J'ai regardé la liasse de papier. J'ai regardé ses mains. J'ai regardé Céline, qui regardait le sol. J'ai regardé Franck, qui regardait ses chaussures. J'ai dit « Quelle situation ?» Et Édouard a souri, ce sourire qu'il avait depuis l'adolescence, le sourire de quelqu'un qui a les réponses préparées d'avance. « Ta santé, maman, ton diabète, ta pompe. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Tu vis seul, tu as des fragilités médicales et tu as des biens importants qui méritent d'être gérés correctement. On t'a préparé une procuration générale qui nous permettrait de gérer tes comptes, tes biens, tout, pour te protéger. Puis, et c'est ce geste-là que je n'oublierai jamais, ce geste calculé avec la précision froide d'une manœuvre préméditée. Franck s'est penché vers ma trousse médicale posée sur le guéridon, à côté de moi, et il a sorti ma pompe à insuline, la mienne. Avec ce geste désinvolte, ce geste de quelqu'un qui déplace un objet du décor pour dégager la table, il a posé ma pompe devant lui, entre lui et moi, entre leurs documents et ma liberté. Pour que tu sois à l'aise, maman. Là, tu gênes avec ce truc. Je n'ai rien dit. J'ai regardé ma pompe sur la table et j'ai compris exactement ce qu'ils avaient donc préparé ce soir. J'ai demandé à lire le document. Édouard me l'a tendu. J'ai mis mes lunettes, j'ai lu. C'était effectivement une procuration générale notariée, ou du moins ce qui en avait l'apparence. Elle me dessaisissait de la gestion de l'ensemble de mes avoirs, de mes comptes bancaires, de mes biens immobiliers et conférait aux trois enfants conjointement la capacité d'agir en mon nom pour toute opération financière et patrimoniale. J'ai lu jusqu'au bout sans rien dire. La rédaction était soignée. Édouard avait dû payer un juriste pour la rédiger ou au moins consulter quelqu'un, parce que les termes étaient dits précis et les formulations légales correctes. Ce n'était pas un document bâclé. C'était un document préparé avec soin, avec du temps, avec de la préméditation. Cette pensée, que mon fils aîné avait consacré du temps et de l'énergie à préparer le dessaisissement légal de sa propre mère, m'a traversé comme une substance froide. J'ai posé le document sur la table et j'ai regardé Édouard. « Et si je ne signe pas ?» Il n'a pas changé d'expression. « Maman, soyons raisonnables. Tu n'es plus en état de décider seule de toutes ces choses. C'est pour ton bien. » J'ai dit « Je gérais mes comptes avant ta naissance, Édouard. » Il a répondu sans perdre son calme de directeur de réunion. « Justement, maman, tu es fatiguée. Tu as travaillé toute ta vie. Laisse-nous prendre soin de toi maintenant. C'est ce qu'on veut faire. » Céline a ajouté depuis sa chaise, avec ses mains croisées et son regard qui fuyait le mien. « On veut juste que tu sois tranquille, maman, que tu n'aies plus à t'inquiéter de tout ça.
Franck, qui n'avait pas encore parlé, a levé les yeux de ses chaussures. Il n'avait pas le même talent qu'Édouard pour les formulations diplomatiques. Il avait toujours préféré aller droit au fait, même quand le fait était laid. Arrêtons de tourner autour du pot. Elle signe ou on réorganise tout dès ce soir. Édouard lui a lancé un regard, le regard du chef à l'associé qui parle trop vite. Mais il n'a pas contredit la phrase. Il a simplement attendu. Et dans ce silence qui a suivi la phrase de Franck, j'ai entendu la vraie réunion. Celle qu'il n'avait vite pas besoin de tenir en ma présence parce qu'il l'avait déjà tenue sans moi. J'ai regardé ma pompe à insuline. Elle était posée sur la table devant moi. Franck l'avait sortie de sous ma blouse avec un geste désinvolte quelques minutes plus tôt, sous prétexte de me laisser à l'aise. Elle était là, entre le document et ma tasse de café. Un détail calculé avec la précision d'un dosage. Et c'est là qu'Édouard a dit la phrase que je n'oublierai jamais de ma vie. Il l'a dite sans élever la voix, avec ce calme de directeur de ressources humaines qui annonce un licenciement. Si vous ne signez pas, on vous coupe l'insuline. Signez ou on coupe tout dès ce soir, maman. Céline a fermé les yeux. Franck a regardé ailleurs. Et moi, j'ai regardé mon fils aîné pendant peut-être 5 secondes, qui ont duré une vie entière, et j'ai pensé à toutes les nuits que j'avais passées à son chevet quand il était enfant, à toutes les prescriptions que j'avais rédigées pour ses angines et ses otites, à toutes les fois où j'avais découpé ses comprimés en deux pour qu'ils puissent les avaler plus facilement. Et j'ai compris que la substance qu'ils avaient pas préparée pour moi ce soir-là n'avait aucun antidote dans la pharmacopée officielle. Seulement dans la mienne. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, je dois vous raconter ce que j'avais entendu 3 semaines plus tôt. Un soir de juillet, j'étais allé me coucher tôt. Du moins, c'est ce qu'il croyait. En réalité, j'avais entendu la voiture d'Édouard se garer dans l'allée à 22 heures passées, puis les voix de Céline et de Franck qui le rejoignaient depuis le jardin. Ils avaient cru que je dormais. Je ne dormais pas. Je me suis levée sans bruit, j'ai enfilé mes chaussons et je me suis postée dans le couloir qui longeait la salle à manger, où ils s'étaient installés avec des papiers et une bouteille de vin blanc que Franck avait prise dans ma cave sans me demander. Ce que j'ai entendu ce soir-là, je l'ai gravé dans ma mémoire avec l'attention méticuleuse qu'on met à noter les posologies dans un registre. Édouard parlait et sa voix avait la texture de quelqu'un qui conduit une réunion de stratégie d'entreprise. La maison vaut au moins 400 000, peut-être 450 si on la remet en état avant de vendre. L'appartement de la rue Taillefer, 200 000. L'appartement du boulevard La Canale, je sais pas trop, 160 peut-être. On parle de presque 800 000 euros d'actifs, sans compter les comptes. Franck a répondu. Et les comptes, Édouard? Le compte principal au BNP, environ 420 000. Elle a un plan d'épargne logement aussi, mais ça ne vaut plus grand-chose. Total estimé autour de 850, 900. Céline a dit de sa voix de quelqu'un qui fait semblant de ne pas vouloir ce qu'elle veut très fort. Et on fait comment pour la maison de retraite? Je veux dire, elle ne va pas accepter facilement. Édouard. C'est pour ça qu'on a besoin de la procuration. Une fois qu'on a la procuration, on gère la maison de retraite. Les Bruyères à Brive, j'ai déjà visité. C'est bien, elle sera bien là-bas. Il y a eu un silence, puis Édouard a repris, avec cette précision de comptable qu'il avait quand il entrait en mode stratégique. Les Bruyères coûtent 2 800 € par mois, tout inclus. On prend ça sur ses revenus, la retraite plus la rente de l'officine. Le reste, on le gère. Franck a dit. Et la maison? On la vend maintenant ou on attend? Édouard. On vend dans 6 mois, le temps de voir comment elle s'installe là-bas. On laisse les choses se tasser. Céline a demandé. Et si elle refuse la maison de retraite même après avoir signé? Édouard a dit. Une fois que la procuration est signée, ça n'est plus elle qui décide, c'est nous. Et Franck a lâché, avec ce sens du timing qu'il avait pour les phrases qui font mal, et elle s'en rendra même pas compte. À son âge, avec son diabète, dans 6 mois, elle sera dans un autre monde de toute façon. Il y a eu un silence,
Puis Céline, la douce Céline qui n'était jamais d'accord avec rien, mais qui ne s'opposait jamais à rien non plus. Je suis désolée pour elle. Mais Édouard a raison. C'est pour notre bien à nous aussi. On a des crédits, on a des besoins. Elle a eu sa vie. J'ai entendu tout ça depuis le couloir, avec mes chaussons sur les tomates froides de ma maison que j'avais payée seule depuis la mort de Bernard. Ma maison dont j'avais changé les fenêtres et refait le toit et repeint les volets à 3 reprises en 24 ans. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis assise sur le bord du lit, dans le noir, et j'ai fait ce que j'avais appris à faire à 52 ans, quand Bernard était mort. J'ai respiré lentement, j'ai pris ma décision, et je me suis mise au travail. J'ai attendu que leurs voix se taisent, que les phares de leur voiture balaient dans ma fenêtre et disparaissent dans la nuit. Puis j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit, j'ai sorti le téléphone à clapet gris et j'ai appelé Solange. Maître Solange Arietta et moi nous connaissions depuis 30 ans. Elle était venue à mon officine pour la première fois avec son fils, qui avait une otite chronique sévère, et nous avions eu une de ces conversations spontanées qui durent 2 heures et qui créent des liens impossibles à expliquer. Elle était devenue notaire, puis associée dans une étude, puis directrice de son propre cabinet rue du président Wilson. Discrète, compétente, respectée. Elle avait géré la succession de Bernard, elle avait rédigé mon testament holographe, elle avait constitué la SCI Morange Lumière et elle connaissait l'emplacement du casier de banque numéro 142 à l'agence du Crédit Mutuel rue Gambetta. Entre nous, depuis 19 ans, nous avions un protocole simple, clair, dosé avec précision. Si je ne l'appelais pas avant minuit, la nuit d'un événement convenu, elle déclenchait la procédure. Ce soir de juillet, je lui avais dit « Solange, je crois que nous approchons. » Elle m'avait répondu « Je suis prête, appelle-moi dès que tu sais la date. » Le soir du jeudi d'août, donc, quand Édouard a posé la liasse de papier sur ma table basse et que Franck a prononcé la phrase sur l'insuline, j'avais déjà appelé Solange 2 jours plus tôt. Je lui avais dit la date, je lui avais dit « Le jeudi, prépare l'huissier. » Et pendant les 3 jours qui avaient précédé ce soir-là, j'avais préparé, moi aussi. Avec le soin méticuleux qu'on met à préparer une ordonnance complexe, à vérifier les interactions, à calculer les dosages. Dans la doublure de ma trousse médicale en cuir brun, celle que j'avais posée sur le guéridon de l'entrée bien visible comme tous les soirs, j'avais glissé un document, pas leur procuration, le mien. Une lettre de révocation formelle de l'ensemble des délégations et mandats existants, rédigée par Solange, signée par moi en présence d'un témoin, et datée de ce jour-là. Une lettre qui déclenchait également le protocole testamentaire d'urgence, gelant tous mes actifs sous la gestion exclusive de la SCI Morange Lumière, dont j'étais l'unique signataire. Ils avaient leurs papiers. Moi j'avais les miens, et les miens, contrairement aux leurs, était juridiquement inattaquable. Mais il me fallait encore exécuter la manœuvre centrale. Et c'était la partie la plus délicate, parce qu'une pharmacienne vous dira que la difficulté n'est pas de préparer l'antidote. La difficulté, c'est de l'administrer au bon moment, à la bonne dose, sous les yeux de ceux qui croient vous empoisonner. Édouard m'a tendu un stylo Mont Blanc noir, le sien, celui avec ses initiales gravées, la classe jusqu'au bout. Signer maman, c'est simple, 2 signatures. J'ai pris le stylo, et là, j'ai fait quelque chose qu'aucun d'eux n'a vu, parce que leurs yeux étaient sur mon visage, pas sur mes mains. Mes mains, elles, savaient ce qu'elles faisaient. 41 ans passés à manipuler des flacons, des piluliers, des fiches de prescription dans des espaces minuscules, avaient donné à mes doigts une précision que l'âge n'avait pas effacée. Sous la table basse, dans ma trousse médicale que j'avais positionnée à portée de ma main depuis le début de la soirée, mes doigts ont trouvé le bord du document, l'ont retiré et l'ont substitué à celui qu'Édouard avait poussé vers moi. Mes mains tremblaient. Elles tremblaient vraiment, parce que j'ai 76 ans et que je suis diabétique et que ce soir-là, mon glycémie n'était pas parfaite. Mais mes doigts, eux,
était précis, et j'ai signé. J'ai signé 2 fois, lentement, avec toute l'apparence d'une vieille dame qui obéit parce qu'elle n'a pas le choix. Mes mains tremblaient, mon stylo glissait entre mes doigts gonflés, ma pompe à insuline était là sur la table devant eux, et j'ai signé. Oui, j'avais signé, mais pas le document qu'ils croyaient tenir. Permettez-moi une pause, ici. Je veux vous demander quelque chose. Depuis quel pays, depuis quelle ville vous m'écoutez en ce moment? Je pose la question sincèrement parce que je sais que cette histoire ne se passe pas qu'en France. Il y a des mères comme moi partout, des femmes qui ont tout construit, tout donné et qui se retrouvent un soir face à leurs propres enfants avec un document à signer et une menace dans les yeux. Alors dites-moi dans les commentaires d'où vous venez et ce que vous pensez de ce qui m'est arrivé. Votre présence compte pour moi. Je veux savoir qui est là, qui m'écoute, qui comprend. Édouard a récupéré le document. Il l'a mis dans sa serviette sans le relire. Pourquoi l'aurait-il relu? Il m'avait vu signer. Franck s'est levé avec un soulagement visible, comme quelqu'un qui finit une corvée. Céline m'a serré la main avec ce geste tendre qui ne coûte rien, le geste de quelqu'un qui a bonne conscience, parce qu'elle s'est dit à elle-même qu'elle n'avait pas eu le choix. Ils sont partis à 21h30. Édouard, en franchissant la porte, s'est retourné une dernière fois. « On t'appellera demain matin pour les démarches, maman. Repose-toi bien. » La porte s'est fermée. J'ai écouté leur voiture disparaître dans la rue des Glycines. Et alors, seulement alors, j'ai pris le téléphone à clapet gris dans la poche de ma robe et j'ai appelé Solange. Sa voix était parfaitement calme. « C'est fait ?» J'ai dit « C'est fait ?» Elle a dit « Je serai là à 9h avec Maître Pellerin. » J'ai raccroché. J'ai rebranché ma pompe à insuline sous ma blouse, là où elle avait sa place. Et je suis allée me coucher. J'ai dormi 6 heures sans interruption, d'un sommeil de quelqu'un qui a administré la bonne substance, au bon moment, à la bonne dose. Le lendemain matin, il était 9h02 quand la sonnette a retenti. J'étais déjà habillée, coiffée, avec du café sur la table et les documents du casier de la rue Gambetta posés devant moi. Solange est entrée la première, 62 ans, cheveux argentés coupés courts, costume gris perle, mallette en cuir beige qu'elle portait depuis le premier jour où je l'avais connue. Derrière elle, Maître Pellerin, l'huissier, 45 ans environ, carnet et stylo en main, regard professionnel. Et derrière lui, 2 personnes que je n'attendais pas, mais que Solange avait eu la bonne idée d'amener. Antoine, son assistant juridique, et une femme que je ne connaissais pas, qui s'est présentée comme Madame Robeyrolles de la brigade de protection des personnes vulnérables de la gendarmerie de Périgueux. Solange m'a embrassée sur les 2 joues et m'a dit à voix basse « Tu as l'air en forme ». J'ai dit « Je me suis reposée ». Elle a souri de ce sourire qui voulait dire « Je savais que tu t'en sortirais ». Ils se sont installés dans le salon. Solange a ouvert sa mallette et a étalé les documents sur la grande table. Les actes de propriété de la SCI Morange Lumière, 3 appartements, enregistrés et inattaquables. L'extrait CABI de la SCI. Le testament holographe déposé à son étude, daté de 19 ans plus tôt et mis à jour régulièrement. Les relevés du compte au Crédit Mutuel rue Gambetta. 143 000 € à ce jour, accumulés en 19 ans de versements mensuels discrets. Et enfin, le document que j'avais signé la veille au soir. Maître Pellerin l'a examiné, a chaussé ses lunettes, a lu. Il a levé les yeux. « C'est bien votre signature, Madame Morange. » J'ai dit « Oui, c'est ma signature sur ma lettre de révocation, rédigée par Maître Arrieta, signée en présence du témoin désigné, daté d'hier à 18h. » Il a hoché la tête. « Et le document présenté par vos enfants ?» Solange a pris la parole. Le document présenté par ses enfants a bien été signé, mais ce n'est pas celui qu'ils pensaient tenir. Madame Morange a procédé à la substitution sous leurs yeux. Ce qu'ils ont dans leurs serviettes, c'est une feuille blanche signée de sa main. La procuration générale qu'ils croyaient détenir n'existe pas. Elle n'a jamais existé.
j'aurais voulu voir leur visage à ce moment-là. Mais je ne les ai pas encore vus, pas encore. Parce que Solange avait une étape supplémentaire prévue. Elle a regardé Madame Rebeyrolle. « Pouvez-vous les contacter pour les convoquer ici à 11 heures ?» Madame Rebeyrolle a dit « Bien sûr ». Pendant qu'elle passait ses appels dans le couloir, Solange m'a regardé avec cet air qu'elle avait quand elle était fière de quelqu'un. Elle m'a dit « Lucette, ce que tu as fait hier soir demande un sang-froid que je ne vois pas souvent. » J'ai dit « C'est la posologie exacte que la situation demandait. Rien de plus, rien de moins. » Elle a ri, un vrai rire, chaleureux. Et pendant que nous buvions mon café en attendant 11 heures, elle m'a expliqué les étapes suivantes. Les cartes de crédit liées au compte BNP principal, celles dont Édouard avait une copie, que Céline utilisait pour gérer les courses de maman depuis 6 mois, avaient été bloquées ce matin à 8h30 sur instruction de Solange, avec mon accord notarié. Le changement de serrure de la maison était prévu pour 10 heures, et la lettre adressée à la direction de la résidence Les Bruyères à Brive, informant que Madame Morange n'avait pas consenti à son inscription et que celle-ci était annulée avec effet immédiat, avait été envoyée en recommandé la veille au soir. À 10h15, un serrurier que je ne connaissais pas mais que Solange avait missionné a changé les cylindres de la porte d'entrée et de la porte de derrière. Il m'a remis 2 nouvelles clés brillantes, propres, neuves. Je les ai glissées dans ma poche et j'ai éprouvé une sensation que je n'avais pas eue depuis très longtemps. Peut-être depuis le matin où j'avais ouvert l'officine pour la première fois seule, après la mort de Bernard. La sensation d'être chez moi. Pendant que le serrurier rangeait ses outils, Solange m'a expliqué une dernière chose. Elle avait fait la veille au soir après mon appel une vérification que je lui avais demandée il y a plusieurs semaines. Elle avait consulté le registre des actes notariés dans les départements limitrophes pour vérifier si mes enfants avaient tenté d'enregistrer quelque document que ce soit qui mentionnerait mes biens ou mon nom. Ils n'avaient rien enregistré officiellement, mais ils avaient consulté un notaire à Bergerac 2 mois plus tôt, un notaire qui n'était pas Solange et qui, selon les informations que Solange avait pu recueillir discrètement via le réseau professionnel, leur avait conseillé d'obtenir d'abord une procuration signée avant d'aller plus loin. Ce notaire avait donc refusé d'agir sans mon consentement explicite. C'était pour ça qu'ils avaient préparé le document maison, présenté comme notarié, mais qui n'avait pas encore été déposé. Ils comptaient le déposer après ma signature. Ce détail changeait quelque chose d'important. Leur plan n'était pas encore exécuté juridiquement. Il était encore dans sa phase de préparation, ce qui signifiait que mon antidote avait été administré exactement au bon moment, ni trop tôt, quand ils auraient pu recommencer, ni trop tard, quand ils auraient déjà agi. Édouard est arrivé le premier, à 11h moins 5. Il avait sa serviette noire, il a sonné. La porte s'est ouverte, mais pas par moi. Par Antoine, l'assistant de Solange, qui l'a fait entrer sans un mot. Édouard a regardé le salon, les documents sur la table, Maître Pellerin, Madame Rebeyrolle, et son visage a parcouru ce chemin que je connaissais bien, le chemin des substances qui réagissent de façon inattendue. D'abord, l'incrédulité, les yeux qui font le tour de la pièce 2 fois, la main qui serre plus fort la poignée de la serviette. Puis Céline est arrivée, et Franck derrière elle, et ils ont eu la même réaction, chacun à leur façon. Céline a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» avec une voix qui montait vers la panique. Franck a dit « Putain, c'est quoi tout ça ?» Édouard n'a rien dit. Il regardait ma table. Il regardait les documents. Et je voyais sur son visage l'instant précis où il comprenait que quelque chose avait mal tourné dans son calcul. Ils se sont assis. Solange a pris la parole, debout, ses documents à la main, avec la clarté et la précision d'une femme qui a passé 30 ans à expliquer la loi à des gens qui n'avaient pas envie de l'entendre. Madame Morange m'a mandaté pour vous informer de plusieurs décisions prises en son nom, en toute légalité et en toute lucidité. Premièrement, la lettre que vous croyez avoir fait signer hier soir est une lettre de révocation de l'ensemble des délégations existantes. Ce n'est pas la procuration que vous lui aviez soumise.
Deuxièmement, il n'existe pas de procuration à votre nom, signée par Madame Morange. Elle n'a jamais existé. Troisièmement, les 3 appartements que vous avez peut-être évoqués dans vos discussions familiales récentes sont la propriété exclusive de la SCI Morange Lumière, dont Madame Morange est l'unique gérante. Ces biens ne font pas partie de la succession ouverte et ne vous appartiennent pas. Quatrièmement, les cartes de crédit associées au compte principal de Madame Morange ont été bloquées ce matin à 8h30. Si vous avez tenté de les utiliser ce matin, vous avez peut-être reçu une confirmation de cela. Frank a sorti son téléphone. Il a regardé l'écran. Quelque chose dans sa mâchoire s'est contracté. Je saurai plus tard, par Solange, qui le tenait de Madame Robeyrolle, que Frank avait essayé de faire le plein d'essence à la station Total de la route de Libourne à 8h45 ce matin, avec la carte supplémentaire qu'Édouard lui avait remise 2 mois plus tôt pour gérer les dépenses courantes de maman. La carte avait été refusée. Il avait dû appeler Céline pour qu'elle vienne le récupérer. Et Céline, de son côté, avait tenté de payer un déjeuner professionnel la veille au soir avec sa propre carte supplémentaire, refusée également, devant 4 clients d'un restaurant de Périgueux. Le son d'une carte refusée dans un terminal de paiement, quand on avait pris l'habitude de se croire protégé par l'argent d'une autre, ce son-là avait une résonance particulière, une résonance médicalement comparable à celle d'un diagnostic qu'on n'attendait pas. Édouard a dit, et c'était sa deuxième phase, la colère, après l'incrédulité. C'est illégal. Ce qu'elle a fait est illégal. Elle a signé un document en sachant ce qu'elle faisait, elle nous a trompés. On peut contester ça. Solange a répondu avec la patience d'une personne qui a préparé cette réponse depuis longtemps. Madame Morange est majeure, lucide, non sous tutelle, non sous curatelle, et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure de protection juridique. Elle a le droit absolu de signer ou de ne pas signer tout document qu'on lui présente. Ce qu'elle a signé hier soir, c'est son propre document qu'elle avait le droit de signer. Ce que vous lui avez présenté, en conditionnant cette signature à l'accès à son traitement médical, relève en revanche d'une qualification pénale dont Madame Robeyrolle, ici présente, vous informera si vous le souhaitez. Madame Robeyrolle a posé ses 2 mains à plat sur la table et a dit, avec ce calme professionnel que j'aurais voulu avoir à leur âge, « Ce que vous avez fait hier soir, en termes juridiques, s'appelle de la contrainte sur personne vulnérable. C'est un délit pénal. Madame Morange a choisi pour l'instant de ne pas porter plainte. Pour l'instant. » Édouard a tenté une 3e approche, la manipulation émotionnelle, la 3e phase que j'attendais. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois depuis le début de la séance, il a laissé tomber le masque du gestionnaire froid pour adopter le masque du fils blessé. « Maman, on a fait ça parce qu'on t'aime. On était inquiets. Tu vis seule. Tu as ton diabète. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Tu aurais pu nous consulter, nous parler, au lieu de préparer tout ça dans notre dos. » J'ai laissé la phrase finir. J'ai attendu quelques secondes et j'ai répondu « C'est intéressant, Édouard, parce que vous avez préparé tout ça dans mon dos aussi. La différence, c'est que moi je l'ai fait avec des documents légaux et vous avec une menace sur ma pompe à insuline. » Le silence qui a suivi cette phrase a eu la consistance de quelque chose de chimiquement dense. Frank a regardé ses mains. Céline a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, je crois. Parce que le corps, quand il comprend qu'il a perdu, ne peut pas toujours mentir. Édouard, lui, a fermé les yeux, juste quelques secondes. Puis il a rouvert les yeux et il m'a regardé. Moi, directement, pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'y avais pas vu depuis qu'il était enfant. Je ne saurais pas comment l'appeler autrement que la réalité. La réalité de ce qu'il avait fait et la réalité de ce que j'étais. C'est là que j'ai dit ma phrase. Pas fort. Calmement, avec une précision de dosage. Vous avez cru que j'étais périmée, mais une pharmacienne, mes enfants, sait que les substances les plus actives n'ont pas de date d'expiration. Solange a ensuite lu les conditions. Édouard devait remettre toutes les copies de clés en sa possession.
2 exemplaires, qu'il avait fait faire sans me le dire. Céline devait restituer les relevés bancaires des 6 derniers mois qu'elle avait photocopiés lors d'une visite en mai. J'avais vu la photocopieuse de l'officine voisine ouverte sur son téléphone ce jour-là. Mais j'avais gardé l'information dans ma réserve. Franck devait rembourser les 4 300 € de dépenses effectuées avec la carte supplémentaire depuis janvier. Des dépenses que j'avais notées, toutes, dans un petit carnet que je conservais avec mes documents. Solange leur a remis à chacun une lettre formelle récapitulant leurs obligations, signée par moi, contresignée par elle. Maître Pellerin a enregistré la remise des clés. Madame Rebeyrolles a pris note. Et à 13h moins le quart, mes 3 enfants ont quitté ma maison dans le silence le plus complet que j'ai jamais entendu. Un silence plus épais que tous les mots qu'ils avaient prononcés la veille au soir. Plus épais que la honte, plus épais que tout. Quand la porte s'est refermée, Solange a dit « Tu veux qu'on commande quelque chose à manger ?» J'ai dit « Je ferai mieux, je vais nous faire une omelette. » Et nous avons mangé dans ma cuisine, Solange et moi, avec les documents empilés proprement sur le côté et les nouvelles clés brillantes sur la table. Et elle m'a parlé de son fils, qui avait maintenant 28 ans et qui était lui-même étudiant en droit. Et je lui ai parlé de la glycine qui avait enfin commencé à prendre sur le mur de gauche du jardin, après 3 années d'efforts. Ce sont des choses dont on parle quand on vient de traverser une tempête et que l'air est de nouveau respirable. Les semaines qui ont suivi ont eu la texture particulière des convalescences, ces périodes après une maladie grave, où le corps reprend ses marques, doucement, en testant chaque appui. Édouard a mis 7 jours à m'appeler. Quand il l'a fait, sa voix était différente, pas repentante, pas encore. Édouard ne passait pas à la contrition aussi vite, mais différente, comme quelqu'un qui parle à quelqu'un qui l'a réévalué. Il a dit « Maman, je voulais te demander si on pouvait se voir. » J'ai dit « Bien sûr. Viens dimanche à 11h. Viens avec Céline et Franck. Et viens avec tes relevés de compte. » Il y a eu un silence. Mes relevés de compte? J'ai dit « Oui, pour la réunion. » Et j'ai raccroché. Le dimanche qui a suivi, ils sont venus tous les 3. Franck avait les mains dans les poches et regardait le jardin comme s'il y cherchait quelque chose. Céline portait une tarte aux pommes, un geste de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ses mains dans une situation difficile. Édouard avait ses relevés bancaires dans une chemise cartonnée. Nous nous sommes installés dans le salon. Le même salon, les mêmes fauteuils, mais cette fois sans serviette noire sur la table et sans pompe à insuline posée comme une menace. J'avais préparé du café et j'avais sorti les tasses en porcelaine blanche, celles du dimanche, parce que les formes comptent même dans les moments difficiles. Et j'ai commencé la réunion. Ce que j'avais décidé pendant les jours qui avaient suivi la confrontation, je l'avais décidé seule, en marchant dans mon jardin le matin avec la rosée sur les dalles et l'odeur des dahlias. Je ne suis pas quelqu'un qui pardonne facilement. Dans mon métier, on apprend que certaines réactions allergiques laissent des traces permanentes dans l'organisme. Mais je suis quelqu'un qui croit au protocole de soins. Et un protocole de soins, ce n'est pas de l'indulgence aveugle. C'est un processus rigoureux, dosé, vérifié à intervalles réguliers. Mes enfants avaient fait quelque chose d'impardonnable. Mais ils restaient mes enfants. Et une pharmacienne ne jette pas un médicament qui peut encore être utile. Elle révise sa formule. Je leur ai annoncé les conditions. Franck devait rembourser les 4 300 € en 10 mensualités de 430 € virés le 1er de chaque mois sur le compte du Crédit Mutuel. Édouard devait soumettre chaque trimestre à Maître Arietta un bilan de sa situation financière pour que je sache exactement où en étaient ses affaires. Plus jamais des suppositions, plus jamais des estimations faites dans mon dos autour d'une bouteille de vin blanc de ma cave. Céline devait, pendant 1 an, consacrer 2 après-midi par semaine à l'association d'aide aux personnes âgées isolées que j'avais décidé de créer. J'y reviendrai. Et tous les 3 devaient se présenter ici, chez moi, chaque premier dimanche du mois, avec leur relevé de compte, leur justificatif de revenus
et un bilan honnête de leur situation. Pas pour que je les contrôle, du moins pas seulement pour ça, mais pour que nous apprenions enfin à nous parler avec les mots exacts des choses réelles, plutôt qu'avec les demi-vérités polies que nous nous étions échangées pendant trop d'années. Édouard a dit « C'est comme une mise sous tutelle à l'envers ». J'ai dit « Non, c'est de la comptabilité familiale. C'est ce que tu aurais dû m'apprendre à faire si tu avais été ce que je t'ai appris à être. » Céline a eu les larmes aux yeux, des vraies, je crois, et a dit « Maman, je suis tellement désolée. » Je l'ai regardée, j'ai dit « Je sais que tu l'es. Mais être désolée, ça ne suffit pas. Le remboursement de Franck, ça suffit. Le travail de Céline, ça suffit. La transparence d'Édouard, ça suffit. Les mots, non. » Franck, qui n'avait pas encore ouvert la bouche depuis son arrivée, a dit « Et c'était peut-être la première fois que je l'entendais dire quelque chose qui ne servait pas ses intérêts. Tu as eu raison. J'aurais pas osé le faire si j'avais pensé que tu pouvais réagir comme ça. J'aurais dû le savoir. » C'était maigre comme aveu, mais c'était le sien, et il n'avait pas été préparé à l'avance. J'ai dit « Non, tu aurais dû le savoir parce que c'est mal. » Pas parce que j'allais réagir, il a hoché la tête. Et c'était suffisant pour ce dimanche-là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce point de mon histoire, je veux d'abord vous remercier du fond du cœur. Vous avez eu la patience et la générosité de rester avec moi pendant tout ce chemin, et ça compte pour moi plus que vous ne le croyez. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a parlé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver et que d'autres histoires comme la mienne trouvent les oreilles qui en ont besoin. Nous sommes nombreuses à avoir des choses à raconter. Et chaque abonnement est une façon de dire « Cette voix mérite d'être entendue ». 6 mois ont passé depuis ce premier dimanche. Nous en sommes maintenant au 6e rendez-vous mensuel. Et je peux vous dire que les choses ont changé. Pas complètement, pas comme dans les histoires qu'on se raconte pour se faire du bien, mais réellement avec la lenteur et l'irrégularité propres aux vraies guérisons. Édouard a découvert, en soumettant ses bilans trimestriels, qu'il avait lui-même des dettes cachées à sa femme, des investissements qui avaient pas mal tourné, des crédits qu'il avait contractés sans en parler. L'exercice de transparence qu'il m'imposait en retour l'a forcé à regarder ses propres chiffres en face. Sa femme et lui ont commencé une thérapie de couple. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je trouve que c'est un bon usage du temps. Édouard a également accepté, après négociation avec Solange, de signer un acte de renonciation formelle à toute contestation future du testament. Un document qui lui a peut-être coûté plus que les 4 300 € que Franck rembourse, parce que c'était une renonciation non pas à de l'argent, mais à une posture, la posture de l'héritier présomptif, du fils aîné qui a toujours su que les choses lui reviendraient un jour. Signer cette renonciation, c'était admettre que rien ne lui revenait par droit, que tout dépendait de qui il était, pas de qui il était né. Céline, de son côté, a commencé ses 2 après-midi hebdomadaires à l'association Lumière, que j'ai fondée en septembre avec l'aide de Solange et qui occupe désormais l'appartement du boulevard Lacanal, rénové et aménagé pour accueillir des personnes âgées, isolées, 2 après-midi par semaine. Céline n'était pas à l'aise au début. Elle me l'a dit, ce qui était déjà un progrès. Elle ne savait pas comment parler aux vieilles dames. Elle avait peur de leur fragilité, de leur solitude, de ce qu'elle lui renvoyait d'elle-même peut-être. Mais elle y est retournée la semaine suivante, et la semaine d'après. Et maintenant elle me dit, en arrivant le dimanche avec sa tarte aux pommes, des petites choses sur Madame Castagne qui apprend à faire des mots croisés, ou sur Monsieur Berthier qui lui a montré des photos de sa femme décédée. Ces petites choses, dans la bouche de Céline, ont une texture différente des mots qu'elle disait avant. Elles ont le poids des choses vécues plutôt que des choses dites pour convenir. Franck a remboursé 3 mensualités. Il est à 1 290 € sur 4 300, crois. Il a trouvé un travail dans une coopérative de bois, pas dans le négoce, mais dans la gestion logistique, ce qui lui convient mieux parce qu'il a toujours été meilleur pour organiser que pour vendre. Il est arrivé le dernier dimanche
avec des mains qui avaient quelques égratignures, des petites marques de travail manuel, et j'ai regardé ces mains sans rien dire, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. L'espoir n'est pas le pardon. Je veux être précise là-dessus. L'espoir, c'est la substance qu'on administre quand les constantes vitales commencent à se stabiliser. Le pardon, c'est une autre étape, à une autre posologie, peut-être plus tard, peut-être jamais. Je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que je ne le donnerai pas gratuitement. La maison de Bergerac, la 3e propriété de la SCI Morange Lumière, celle qui donnait sur la Dordogne avec ses volets verts et son jardin en terrasse, j'ai décidé de la conserver pour l'instant. Peut-être en ferai-je une 2e antenne de l'association, quand les fonds le permettront. Peut-être la garderai-je pour moi, pour les étés, pour vieillir face à la rivière, avec un livre et une tasse de tisane. Je n'ai pas besoin de tout décider maintenant. Une pharmacienne sait qu'on n'épuise pas son stock d'un coup. On administre, on observe, on ajuste. Et quand le traitement fonctionne, on ne le change pas sans raison. Le matin de ce dernier dimanche, le 6e, j'ai fait ce que je fais chaque dimanche depuis septembre. Je me suis levée à 7 heures, j'ai arrosé mes dahlias qui résistaient encore bien pour la saison, j'ai vérifié ma glycémie. Dans les normes, comme toujours depuis que je gère ma propre posologie sans l'interférence de personne. Et j'ai préparé le café. Le vrai café, dans la cafetière italienne en acier que Bernard m'avait offerte pour notre 20e anniversaire de mariage et que j'avais gardé même quand toutes les machines à capsules avaient envahi le monde parce que certaines choses qui fonctionnent n'ont pas besoin d'être remplacées. Quand Édouard est arrivé, sa chemise était un peu froissée, une nouveauté. Avant, il arrivait toujours impeccable. Je ne suis pas sûre que le froissement soit de la négligence. Je crois que c'est autre chose. C'est l'apparence de quelqu'un qui a arrêté de se composer une surface. Céline est arrivée avec sa tarte et avec Madame Castagne en tête, dont elle m'a parlé pendant 10 minutes avant même de s'asseoir. Franck est arrivé en retard de 10 minutes. Il avait une réunion de coordination à la coopérative ce matin-là. Et il s'est excusé, ce qu'il n'aurait jamais fait avant. J'ai dit « Le café est encore chaud. Assois-toi. » Nous avons fait la réunion. Édouard a présenté son bilan trimestriel. Net, clair, avec 2 problèmes identifiés et 2 propositions de solutions. Ce qui était une amélioration sur le premier trimestre, où il y avait les problèmes, mais pas encore les solutions. Céline a présenté son bilan de bénévolat, 16 après-midi en 6 semaines, soit 2 de plus que le minimum requis, ce qu'elle a dit sans en faire un mérite, mais juste comme une information. Franck a remis son enveloppe de 430 € en liquide, parce qu'il voulait que ça soit tangible, m'a-t-il dit, que ça ait du poids dans la main. J'ai compté les billets, je les ai mis dans la boîte, et j'ai regardé mes 3 enfants autour de ma table du salon, avec le café et la tarte aux pommes, avec les documents et les billets, avec les mains froissées et les mains égratignées et les larmes qui ne viennent plus aussi vite, et j'ai pensé à quelque chose que j'aurais dit à n'importe quel patient qui m'aurait demandé si une substance toxique laisse des traces définitives dans l'organisme. La réponse honnête est « ça dépend ». Ça dépend de la dose reçue, ça dépend de la résistance du sujet, ça dépend du traitement administré après, et parfois dans les cas les plus complexes, les plus difficiles, les plus douloureux. Parfois, l'organisme développe une réponse immunitaire qu'il n'aurait jamais développée sans l'exposition. Pas une guérison, une adaptation, une nouvelle configuration de la résistance. Je ne pardonne pas encore. Peut-être que je pardonnerai un jour à une dose que je déterminerai moi-même, au moment que je choisirai, dans des conditions que j'aurai définies. Mais je n'ai pas besoin de pardonner pour continuer à vivre pleinement, à arroser mes dahlias le matin, à boire mon café dans la cafetière de Bernard, à gérer la SCI Morange Lumière et l'association Lumière avec Solange, à recevoir mes enfants le premier dimanche du mois et à les regarder devenir lentement et laborieusement quelque chose de plus proche de ce que j'aurais voulu qu'ils soient. Ce que j'ai appris cette année, et c'est peut-être la leçon la plus importante de mes 76 ans, plus importante que tout ce que j'avais appris derrière mon comptoir, c'est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ma pompe à insuline,
mes mains gonflées, ma glycémie à surveiller, mon âge inscrit dans chaque geste que je fais plus lentement qu'avant. Tout ça, mes enfants l'avaient regardé comme une fissure dans laquelle faire levier. Ils avaient eu tort, parce que la vulnérabilité d'une femme qui a construit sa vie seule, qui a enterré son mari et continué à ouvrir son officine le lendemain, qui a élevé 3 enfants et tenu ses comptes et préparé son antidote en silence pendant 19 ans, cette vulnérabilité-là n'est pas une fissure. C'est une formulation chimique d'une complexité qu'ils n'avaient pas les connaissances pour lire. Une pharmacienne vous dira toujours « Ne sous-estimez jamais une substance parce qu'elle se présente sous une forme modeste. » Les principes actifs les plus puissants n'ont pas besoin d'emballage voyant. Ils agissent et c'est tout. Moi, j'ai 76 ans, une pompe à insuline, des mains qui gonflent parfois les matins d'humidité et une maison rue des Glycines dont les clés sont dans ma poche. J'ai une SCI qui vaut 750 000 €, une association qui accueille chaque semaine des personnes que la vie a oubliées et une amie notaire qui connaît l'emplacement de chaque document que j'ai jamais signé. J'ai 3 enfants qui apprennent laborieusement à être différents. Et j'ai ma cafetière italienne en acier, mon jardin avec les dahlias qui tiennent encore en octobre et les nouvelles clés brillantes dans ma poche. C'est suffisant, c'est même beaucoup. Et si quelqu'un, quelque part, avait encore l'idée de me regarder comme une vieille dame que le temps a rendue inutile, je lui conseillerais de lire attentivement les étiquettes avant de toucher à ce qu'il ne comprend pas. Certaines substances, en apparence inoffensives, ont des effets secondaires que personne n'a envie d'expérimenter. Une pharmacienne sait que la guérison est rarement spectaculaire. Elle est régulière, progressive, mesurée. Elle se lit dans les constantes vitales, pas dans les déclarations. Et mes constantes vitales, à moi, sont bonnes. Ma glycémie est dans les normes. Ma pompe à insuline est à sa place, sous ma blouse, là où elle a toujours été. Et la formule de ma propre vie, je suis la seule à en détenir la prescription.